quand on dit que l'origine de l'univers est un mystère pour l'instant, on pourrait donner l'impression de décourager les chercheurs. En fait, il se passe des choses extraordinaires en physique aujourd'hui, comme il s'en est passé d'ailleurs tout au long du XXe siècle. Et nous progressons. Par exemple, a été mis en service en 2009 un grand collisionneur de protons qui s'appelle le LHC au CERN à Genève. C'est un anneau de 27 km au sein duquel deux faisceaux de protons circulent en sens inverse et entrent en collision régulièrement à très haute énergie. En fait, chaque proton de la machine a autant d'énergie qu'un moustique en vol. Et donc, dans un moustique, il y a beaucoup de protons, beaucoup d'électrons, donc l'énergie moyenne par particule est faible. Là, au LHC, chaque proton porte autant d'énergie qu'un moustique en vol. Et donc, par ces collisions, on peut recréer les conditions physiques de l'univers primordial. Parce qu'on pense que les lois physiques n'ont pas changé au cours de l'évolution de l'univers. Ce qui a changé, ce sont les conditions physiques. Et donc, si nous répétons dans le présent, dans un petit volume d'espace-temps, les conditions physiques de l'univers primordial, comme les lois physiques n'ont pas changé, nous verrons les phénomènes physiques qui se déroulaient dans l'univers primordial. Sauf que là, on les voit avec des détecteurs, alors qu'à l'époque, ça se faisait à l'abri des regards. Bon. Donc on apprend des choses, énormément de choses. Et le LHC va nous aider à faire la sélection entre les bonnes idées et les mauvaises idées, parce qu'on a trop de bonnes idées, enfin on a trop d'idées, je ne sais pas lesquelles sont les bonnes justement, et le LHC, par des données mesurées, la physique c'est une science expérimentale, il faut des données, va nous permettre de faire le tri entre les théories qui sont falsifiées par l'expérience, et puis celles qui ont encore une chance de résister aux tests expérimentaux. Par exemple, on va comprendre, grâce au LHC, d'où vient que les particules ont une masse. On va comprendre l'origine de la masse, en quelque sorte. Parce que, d'après nos équations, il serait assez naturel que les particules n'aient pas de masse. Qu'aucune particule n'ait de masse. Mais en fait, nous voyons bien qu'elles en ont une, à part le photon. Mais les électrons ont une masse, les quarks ont une masse, les neutrinos ont une masse. Donc il y a une sorte de contradiction entre nos équations et la mesure. Si on réagit trop brusquement à ce constat, on va dire, mais c'est des équations qui sont fausses. Ce qui est important en physique, c'est la mesure. Oui, mais peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'est une masse. Et du coup, des physiciens ont travaillé cette question et ont réinterprété le concept de masse de telle sorte qu'il se pourrait bien que ce soit les équations qui aient raison. Que les particules n'aient pas de masse, mais simplement interagissent avec le vide d'une façon qui leur donne de l'inertie, donc les freine en quelque sorte, de sorte que nous avons l'impression qu'elles ont une masse alors qu'en fait elles n'en ont pas. Et cette idée-là, qui est fondamentale, va être testée, est en train d'être testée au LHC grâce à des collisions de protons. De là à dire qu'on va comprendre tout ce qui se passe dans l'univers primordial, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Parce que quelques fractions de secondes avant plutôt les conditions que le LHC permet d'explorer, quelques fractions de secondes, pendant l'expansion accélérée de l'univers, les particules n'avaient pas l'énergie d'un moustique en vol. Elles avaient l'énergie d'un TGV à 300 à l'heure. Beaucoup plus. Donc on n'a pas accès expérimentalement à des conditions physiques qui ressemblent à ces énergies colossales qui étaient celles de l'univers tout à fait primordial. Donc vous voyez que on progresse, mais on est encore loin de pouvoir tout comprendre de l'univers primordial. Et c'est un moment important parce que au moment où le LHC démarre, fait donc de la physique des particules, qui recrée les conditions physiques de l'univers primordial, on a aussi un satellite qui s'appelle Planck, qui lui recueille des données sur ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Or, ça c'est très important parce que quand les astrophysiciens observent le ciel, ils le font en recueillant de la lumière, grâce à leur télescope. Mais dans l'univers primordial, quand l'univers était très dense et très chaud, la lumière ne pouvait pas se propager. Il y avait des photons, mais ils avaient tellement d'énergie, il y avait telle densité de matière que constamment ils entraient en collision avec des particules et ne pouvaient donc pas se propager librement. Et au bout de 380 000 ans, la température s'est abaissée à 3000 degrés Kelvin, la densité de matière est devenue plus faible, les premiers atomes se sont formés, ils sont électriquement neutres,
Et les photons interagissent peu avec les atomes. Donc les photons qui étaient incapables de se propager dans une matière qui leur était opaque sont devenus libres de se propager. Et ce sont ces photons qui constituent aujourd'hui le fond diffus cosmologique. Donc les astrophysiciens voient l'univers tel qu'il était entre 380 000 ans après le Big Bang et aujourd'hui, et les physiciens des particules voient ce qui s'est passé avant. Et donc on a deux images de l'univers correspondant à deux époques différentes, et ça nous donnera des informations complémentaires sur les théories permettant de décrire l'univers primordial. Parce que ce fond diffus cosmologique, il garde la trace de ce qui s'est passé avant. Donc en étudiant très finement ses propriétés physiques, sa répartition dans l'espace, son homogénéité, etc., on aura des renseignements sur les conditions physiques qui l'ont rendu possible.